je vais me présenter. Donc, Arnaud Gossy. Donc, j'interviens en tant que consultant formateur pour le CNFCE et notamment sur les questions de harcèlement sexuel, harcèlement moral, agissement sexiste. Et donc, ce que je vous propose ce matin pour ce webinaire, c'est d'essayer d'aborder cette question complexe qui est celle du harcèlement, des discriminations. Donc, on aura trois points principaux, comprendre les différents concepts, comprendre aussi le continuum des violences et par rapport à ces questions, qu'est-ce que nous dit effectivement le droit? Alors peut-être en préambule, vous présenter quelques chiffres sur la discrimination, le harcèlement au travail, chiffres qui datent de 2022 pour la plupart. Donc déjà, premier constat, 9,1% des salariés sont touchés, donc près d'un salarié sur 10 a été victime de discrimination dans son emploi. Deuxième chiffre statistique, 42% de témoins de discrimination. Presque la moitié des actifs observent des actes discriminatoires ou du harcèlement dans leur environnement professionnel. Et puis, un sujet que je développerai plus particulièrement, le sexisme, bon, bah, un fléau massif. Les dernières statistiques du ministère, 3 millions de femmes déclarent chaque année des violences sexistes et 230 000 victimes de violences sexuelles en 2022. Donc on est face à des chiffres considérables. Donc ces discriminations nuisent effectivement à la santé mentale, à la confiance en soi et bien évidemment à la performance collective. Alors, pour démarrer, c'est revenir, je dirais, un petit peu en amont de toutes ces questions. Euh, donc, comprendre, différencier, et c'est ce que je me propose de faire avec vous ce matin, comprendre et différencier les concepts de discrimination, de harcèlement discriminatoire, de harcèlement sexuel ou moral. Ça fait beaucoup de notions, mais je pense que c'est important de poser un cadre, de savoir en fait de quoi on parle. Alors, si je vous dis par exemple le mot discrimination sans réfléchir, bah, certains mots vont nous venir immédiatement en tête. Alors, je vais vous en présenter quelques-uns, bien évidemment, ce n'est pas exhaustif. Donc, on peut se représenter la souffrance, le sexisme, la maltraitance, les femmes, la religion, les inégalités, etc. Mais la plupart du temps, quand je fais, je dirais, cet exercice, il y a un mot qui n'apparaît jamais et qui est pourtant très important. Quand je parle de discrimination, bah, ce mot, en fait, c'est celui-ci. En fait, la discrimination est un délit puni par le Code pénal de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Et c'est toujours surprenant de voir que, en fait, encore aujourd'hui, on n'intègre pas le fait que de moins bien traiter une personne parce qu'elle est porteuse d'une caractéristique, c'est un délit. Alors, pour poser, je dirais, un peu le cadre, je vous ai présenté dans le slide suivant 3 cercles qui vont reprendre un certain nombre de notions. Dans le premier cercle, j'ai indiqué la discrimination, le harcèlement discriminatoire, le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral. Et puis dans le deuxième cercle, je vous ai indiqué le racisme, le sexisme, l'agisme, le validisme. Et dans un troisième cercle, la xénophobie, l'homophobie, la grossophobie, l'andiphobie. Ce qu'on peut constater en regardant ces 3 cercles, c'est que ce sont des notions distinctes, mais elles se recoupent les unes avec les autres. Donc, pour poser un peu le contexte, par exemple, quand on parle de racisme, de quoi parle-t-on? Ben, on parle essentiellement d'un processus de hiérarchisation par lequel un groupe humain va, je dirais, affirmer sa supériorité sur un autre. Et ça va justifier, par exemple, des comportements de domination ou voire même d'extermination. Le mot sexiste, qui est le mot suivant, en fait, s'est construit à partir du mot racisme. Le mot sexisme, c'est la convergence du combat des femmes avec le combat des Afro-Américains aux États-Unis. Et à partir de là, s'est construit le mot sexisme. Alors, qu'est-ce que le sexisme? Bah, c'est lui aussi un processus de hiérarchisation par lequel un groupe humain s'estime supérieur à un autre. Dans une société comme la nôtre, qui reste encore aujourd'hui une société patriarcale, on est bien face à un processus de hiérarchisation. Alors, on a aussi, je vous ai indiqué, l'agisme, le validisme. Alors le validisme, c'est quoi? Bah, c'est le sentiment de supériorité que pourrait avoir une personne qui ne serait pas handicapée vis-à-vis d'une personne handicapée. Alors, toutes ces notions, agisme, validisme, racisme, etc., relèvent en fait euh, de la pensée et de l'idéologie.
c'est ce qui va caractériser le racisme, le sexisme, l'agisme, le validisme. C'est la pensée, c'est l'idéologie, cette pensée qui va hiérarchiser. Quand on aborde la xénophobie, l'homophobie, la grossophobie, l'andiphobie, toutes ces notions, on voit bien qu'elles se terminent par phobie. Donc là, on est dans un registre différent. Ce registre, c'est celui de l'émotion. Là, nous sommes dans un registre émotionnel. Xéno, l'étranger, phobie, la peur. Et puis nous avons le troisième cercle, tout en haut, qui indique la discrimination, le harcèlement discriminatoire, le harcèlement sexuel ou moral. Là, nous rentrons encore une fois dans un nouveau registre qui, en fait, euh, distingue des autres. Pourquoi? Parce que là, nous rentrons dans l'action. En fait, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est qu'on a le droit d'être raciste, sexiste, xénophobe, homophobe, parce qu'on ne va pas toucher à la pensée, l'idéologie ou l'émotion des personnes, mais quand cette pensée ou cette émotion se traduit en acte, là, on commet un délit, une discrimination, un harcèlement discriminatoire, un harcèlement sexuel. Donc, ça va se manifester par des comportements, ça peut se manifester par des actes, ça peut se manifester par des propos, enfin, toute forme de choses. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui va distinguer la discrimination ou le harcèlement, c'est le passage à l'acte. Alors, ce mot discrimination, si vous voulez, a une origine particulière. D'un point de vue étymologique, discriminer, c'est mettre un point de séparation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire mettre un point de séparation? Ben, le mot discrimination, en centre, nous avons crimina. Crimina, en latin, ça veut dire crimen. Donc en fait, une discrimination, c'est le résultat ou l'effet d'un point de séparation. Alors, vous donnez un exemple. Par exemple, dans votre entreprise, vous allez recruter sur un poste dans l'encadrement et vous allez recevoir, par exemple, 40 CV. Bien évidemment, vous n'allez pas recevoir 40 personnes. Vous allez sélectionner 5 CV et en écarter 35. Et la question qui se pose au niveau des discriminations, c'est comment vous alliez vous y prendre? Est-ce que vous disposez d'une grille qui va sélectionner de manière objective les CV ou pas? En fait, dans cette grille, nous devrions analyser, en théorie, les compétences, les aptitudes, les savoir-faire, de façon à ne retenir que les meilleures candidatures. Mais dans un processus de recrutement, les choses ne s'arrêtent pas là. C'est un processus de recrutement, on va mettre effectivement en place un certain nombre de choses. Donc la première question qui va se poser, c'est comment je m'y prends en fait pour recruter? Est-ce que je dispose d'une grille d'entretien? Est-ce que je pose la même question à chaque personne? Est-ce que je dispose en fait d'une grille de cotation qui me permet d'aller chercher dans les contextes professionnels les compétences, les aptitudes, les savoir-faire et les savoir-faire comportementaux? Donc en fait, j'ai mes 5 candidats. À la fin du processus, je vais avoir 4 candidats d'un côté. Pourquoi? Parce que chaque candidat va obtenir, dans le cadre du processus, un certain nombre de résultats, un certain chiffre, et puis une seule personne sera retenue. Donc, dans les faits, en fait, un recrutement, c'est forcément une discrimination. Mais on appellera ça un processus discriminant. Pourquoi? Parce que c'est un processus licite, autorisé, parce qu'on s'est appuyé sur des critères objectifs en lien avec la tenue d'un poste. Quand on parle de discrimination, et là on est dans un processus de recrutement, mais ça pourrait être aussi bien l'accès à la formation, l'accès à une promotion, etc. Quand on parle de discrimination au sens discriminatoire, c'est-à-dire illicite, illégal, interdit, ça veut dire qu'en fait, on ne s'est plus appuyé sur une caractéristique objective en lien avec la tenue d'un poste, mais sur une caractéristique portée par l'individu. En droit français, il existe aujourd'hui 26 critères pour lesquels le choix est interdit. Alors, je vais vous présenter l'ensemble de ces critères et vous allez voir qu'ils sont nombreux, 26 en l'occurrence. Donc, nous avons quoi? Nous avons l'âge, le sexe, l'origine, l'appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée, une ethnie, une nation ou une prétendue race, l'état de grossesse, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, les opinions politiques, les activités syndicales, les opinions philosophiques, croyances ou appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une religion déterminée. Et ça ne s'arrête pas là. Ça va la situation de famille, l'apparence physique, le nom, le mœurs, etc. En fait, une discrimination, c'est fonder un choix
sur une caractéristique portée par la personne et ça n'a plus rien à voir avec la tenue d'un poste. Par exemple, s'il s'agit d'un recrutement. Alors, quelques définitions en fait pour nous éclairer sur ce champ. Nous avons ici quatre types de définitions. La première, la discrimination. Qu'est-ce qu'une discrimination? Ben, c'est l'action de traiter une personne ou un groupe de personnes moins favorablement qu'une autre dans une situation comparable sur la base de critères interdits tels que l'origine, le sexe, l'âge, le handicap, et bien évidemment sans justification objective et raisonnable. En fait, je vais me fonder sur un critère pour écarter une personne, alors que ça n'a strictement rien à voir avec les compétences. Alors, le harcèlement discriminatoire, il est issu aussi de la question des discriminations. C'est une forme de harcèlement où un individu subit des comportements hostiles ou humiliants répétés, basés sur des critères discriminatoires tels que la race, le sexe, la religion, l'âge, le handicap, etc. Et ça va affecter ses conditions de travail. Là récemment, une grande entreprise du jeu vidéo a été condamnée. Pourquoi? Bah, parce que chaque personne d'origine africaine qui était dans l'entreprise, on les appelait Mamadou ou Bamboula. Hein. Vous voyez, ça c'est le harcèlement discriminatoire. Et puis nous avons aussi, en troisième définition, le harcèlement sexuel. Alors le harcèlement sexuel, c'est tout comportement verbal ou non verbal ou physique à connotation sexuelle ou sexiste qui porte atteinte à la dignité d'une personne, surtout lorsque cet environnement devient intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. En fait, au cœur de la question qu'on traite ce matin dans ce webinaire, c'est la question de la dignité de la personne humaine. Est-ce que oui ou non, nous respectons la dignité de la personne humaine, en fait la dignité de la vie? Quatrième définition, le harcèlement moral. En fait, le harcèlement moral, c'est faire subir des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte au droit et à la dignité de la personne, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Bon, j'ai résumé, si vous voulez, ces définitions, nous les reverrons un petit peu plus loin d'un point de vue juridique. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de caractériser et définir ce qu'est le sexisme et le harcèlement sexuel. Alors, concernant, je dirais, le sexisme, alors quelques idées reçues ou stéréotypes courants en matière de sexisme que je vous ai indiqués ici, bah, ceux qui vont faire passer des agissements sexistes pour de la séduction, ceux qui vont se baser sur la répartition sexuée des tâches et des rôles, ou qui vont inverser la responsabilité des violences. En fait, on va accuser la personne alors qu'elle est victime. Elle avait qu'à s'habiller autrement, par exemple. Ou qui vont délégitimer, dissuader ou culpabiliser les victimes. Alors, un stéréotype, c'est quoi? En grec, ça veut dire image solide. En fait, un stéréotype, c'est une image solide qui est issue d'un processus de catégorisation. Par exemple, les femmes sont, et là on va leur attribuer des caractéristiques qui vont être en fait des stéréotypes. Elles sont gentilles, elles prennent soin, etc. Alors, nous avons d'autres types de stéréotypes, hein. Ceux qui vont, par exemple, minimiser les propos de l'auteur, les rendre acceptables ou déresponsabiliser l'auteur. C'est normal, les hommes ont des pulsions. En fait, il y a l'homme, et puis il y a ses pulsions, puis le pauvre, il n'y peut rien, il est piloté par ses pulsions. Ou, et ça je peux vous assurer que j'ai déjà rencontré, il est malheureux depuis que sa femme l'a quitté, donc du coup, bah, son comportement est compréhensible. Puis vous allez avoir ceux qui vont banaliser l'importance des actes subis, ce n'est pas grave, etc. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur le sexisme ordinaire? Bah, que le mot sexiste, ça se réfère d'une part à une idéologie, comme je vous le disais dans mes trois cercles, ou des croyances, qui vont proclamer et justifier la suprématie d'un sexe sur l'autre. Ça, c'est le premier niveau. On va avoir des agissements sexistes ou du harcèlement sexuel à partir du moment où il va y avoir passage à l'acte. Donc, ça va désigner d'une autre part des actes, des pratiques qui vont relever en fait d'un continuum de violence à la fois sexiste et sexuelle. Donc, le sexisme, c'est une attitude discriminatoire qui va être fondée sur le genre, qui est ordinaire, invisibilisée parfois. Pourquoi? Parce que c'est conforme à l'ordre établi. Et donc, de fait, ça nous amène à une banalisation des discriminations de genre qui vont être subies majoritairement par les femmes. Mais
ce ne sont pas que les femmes, les hommes aussi peuvent subir des discriminations de genre. Toutefois, c'est relativement plus rare. Alors, je vous ai indiqué dans les deux tableaux suivants euh, un certain nombre de mécanismes. On pourrait, je dirais, d'un point de vue sociologique, définir le sexisme en trois niveaux. Le sexisme bienveillant, le sexisme masqué et le sexisme hostile. Alors, si on devait définir ce qu'est le sexisme bienveillant, qu'est-ce qu'on dirait? Ce sont par exemple des appellations paternalistes et familières. Mais j'y reviendrai tout à l'heure avec une autre grille d'exemples, ou des compliments appuyés sur le physique, la tenue. L'autre non plus en tant qu'individu, mais ressenti comme un objet de désir. Ou bien nous pouvons avoir, toujours dans le sexisme bienveillant, la valorisation des hommes ou des femmes pour des compétences qui sont perçues comme seulement féminines ou masculines. Et puis vous avez le sexisme masqué, des remarques, des blagues sexistes sous couvert de l'humour, je rigole, l'affectation des hommes ou des femmes à certaines tâches qui vont être conformes aux stéréotypes de sexe. Ce qu'on appelle aussi en sociologie la reproduction de rôles de genre, c'est-à-dire qu'on attribue à un genre des caractéristiques, ou bien des pratiques d'exclusion. En dernier lieu, sur ce qui définit le sexisme, d'un point de vue sociologique, on parlera de sexisme hostile. Donc là, ça va être beaucoup plus frontal, ça va être des manifestations d'irrespect, de mépris, d'injures, des propos dégradants, dévalorisants ou infériorisants, le dénigrement des compétences ou des capacités, des remarques culpabilisantes, par exemple, sur la responsabilité familiale. Alors, ce qui est intéressant de savoir, et c'est important même de le savoir, c'est que depuis mars 2022, la répétition des agissements sexistes sont qualifiables comme étant du harcèlement sexuel, même s'il n'est pas fait référence à quelque chose relevant du sexuel. Et donc ça, c'est tout à fait nouveau. Et ça montre bien que sur la question que nous traitons ce matin, on est bien sur un continuum de violence et que le législateur a très bien compris qu'en fait, si nous n'agissons pas en tant qu'employeur, en tant que salarié, en tant que manager sur le sexisme, ça ouvre la porte, en fait, à une autre notion qui est le harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, lui, va se caractériser par deux niveaux. Le premier, ce seront des actes non désirés et répétés. Donc on est bien là aussi face à une répétition à connotation sexuelle et comme vous le voyez, ou sexiste. Donc c'est quoi? Des propos, des plaisanteries, des courriels, des images, des vidéos, etc. Ça, c'est le premier niveau de la définition. Le deuxième niveau, c'est toute forme de pression grave, même non répétée. Donc là, une pression grave, même non répétée, ça veut dire une seule fois suffira. Dans le but réel, donc c'est vraiment l'intention de la personne, ou apparent, c'est une plaisanterie, d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc, sur le harcèlement sexuel, nous avons deux types de définitions. Un qui fait appel à de la répétition et l'autre où une seule fois suffira. Et puis toujours dans ce continuum des violences, nous avons ce qu'on appelle l'agression sexuelle. Vous avez pu voir les chiffres que j'ai présentés lors de mon premier slide, hein. Donc, contact physique sur une des cinq parties du corps, donc ça va être la bouche, poitrine, sexe, fesses, cuisses, avec surprise, menace, contrainte ou violence. Deuxième niveau de définition, une agression qui s'accompagne d'une pénétration est un viol puni comme tel. Alors, toutes ces notions, je vais essayer de vous les expliciter à travers des exemples. Donc, dans ma diapositive suivante, donc, euh, quelques exemples, propos, actes pour mieux comprendre. Sexisme bienveillant, par exemple, ma belle, bonjour, comment ça va les poupées? Cette robe te va bien? En parlant à quelqu'un en plein milieu d'un échange d'un dossier. Il ne s'agit pas ici d'évaluer la qualité d'un tissu ou sa couleur, non. C'est vraiment la personne qui est véritablement va vivre ce sexisme. Ou bien, par exemple, des choses comme c'est bien d'avoir une femme, des RH. Elles sont plus sensibles, plus à l'écoute. Donc là, encore une fois, reproduction de rôle de genre, on va attribuer à un genre, un sexe, des caractéristiques, même s'il ne les a pas choisies. Le sexisme masqué, je vous donne des exemples, mais il en existe des centaines, des milliers, hein. On nous a encore nommé une blonde,
Il peut pas faire le café, c'est bien connu que les hommes ne savent pas faire deux choses à la fois. D'ailleurs, aucun homme n'a le permis de conduire. Elisabeth, pourriez-vous me faire le compte rendu? Vous savez si bien le faire? Ou bien, encore, mettre en doute sans raison l'avis de quelqu'un sur un sujet relevant de sa compétence. En fait, c'est ce qu'on appelle le mansplaining. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par exemple un homme qui va raconter quelque chose à une femme alors qu'elle maîtrise 10 fois plus le sujet que lui. Ou par exemple, une femme qui reçoit chez elle un plombier pour qui elle a fait appel, elle lui pose une question et répond à son mari. Donc là, on est dans le sexisme masqué. Sexisme hostile, par exemple, tu ne pourrais pas dire à ton mari de t'acheter des jupes. Tu devrais t'inscrire dans une salle de gym pour ressembler à un homme vrai. Vivement que Jean-Claude revienne, lui au moins il en a dans le pantalon. Avec la naissance de sa dernière, Aïssa vient de tirer un trait sur le poste qu'elle convoitait. On voit bon, bien que là, en matière de sexisme hostile, on est sur quelque chose de beaucoup plus frontal. Et puis nous avons le harcèlement sexuel que je définissais tout à l'heure, les remarques régulières à connotation sexuelle à un collègue. Tu as un joli décolleté, autant te servir de tes atouts. Si tu ne veux pas perdre ton boulot, passe sous mon bureau. Contre un petit massage, je t'arrange ton contrat. Alors, ça peut paraître, je dirais, excessif comme exemple, mais je peux vous assurer que pas du tout. Je travaille au quotidien auprès des grandes entreprises, des administrations, des ministères, et des situations comme celles que je vous explicite ici, je les rencontre quotidiennement. Récemment, je suis intervenu pour une entreprise qui s'appelle Bearing Point, qui est un cabinet conseil. Et donc, je faisais une intervention. Et à un moment donné, une jeune femme me dit, bah, je comprends bien ce que vous me dites là. Je vous explique ce que moi j'ai vécu le mois dernier. Et là, elle m'explique qu'en fait, son directeur de projet a convoqué toute l'équipe pour un team building. Et puis, le premier soir, ils étaient dans un hôtel, elle s'absente. Elle revient au moment du dessert, sa fille était malade, et puis elle s'assoit à côté de sa collègue. Et à ce moment-là, sa collègue lui demande, mais où est-ce que tu étais? Et là, le chef de projet répond, elle était sous mon bureau. Et tout le monde éclate de rire. Ah, la réaction de cette femme a été absolument remarquable. Elle a dit, OK, j'ai bien compris, vous avez tous bien rigolé. On va le refaire maintenant. Il est clair que dans votre tête, je suis nu. On est d'accord. Sous son bureau. On est toujours d'accord. En train de lui sucer la bite. C'est bien ça dont il est question. Oui, c'est un peu violent comme propos, mais simplement pour dire, moi, ce que je trouvais remarquable chez cette femme, c'est qu'elle a ouvert la boîte. Je peux vous assurer que le manager ne recommencera pas si tenté que son organisation le laisse recommencer. Pourquoi? Parce que par rapport à une attitude comme celle-ci, ça peut valoir un licenciement pour faute grave avec effet immédiat. Alors, des exemples comme ça, j'en ai, je dirais, une foultitude, hein. Et puis vous avez l'agression sexuelle. À l'issue d'une réunion, Enzo insiste pour déposer Emma chez elle en voiture. Il en profite pour lui caresser les cuisses par surprise. Dans le couloir, Laurent croise sa collègue Sophia, lui donne une petite tape sur les fesses, comme il aime le faire de temps en temps. Ça, c'est une agression sexuelle. Alors, par rapport à toutes ces questions, qu'est-ce que nous dit le droit, en fait, hein? Alors, le droit est assez clair en matière de sexisme. Nul ne doit subir d'agissement sexiste défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à ses droits, sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant. Alors, j'attire votre attention sur le fait que c'est tout agissement lié au sexe d'une personne ayant pour objet. Ayant pour objet, il y a une intention ou pour effet, c'est ce que cela produit. Le législateur, lui, va pas regarder. Il verra simplement les actes. Donc, que ce soit intentionnel ou non, ce qu'on va regarder, c'est que, en fait, ça a été fait, ça a été dit. Voyez? Donc, qu'est-ce qui est concerné? Bah, essentiellement les femmes, sur les agissements sexistes. Ça a pour effet, de façon consciente ou non, de délégitimer, d'inférioriser, de dévaloriser les personnes. Et ça peut entraîner un impact sur leur santé physique ou mentale. Alors, comment ça se manifeste? Bah, par des blagues, des commentaires sexistes, des remarques sur la maternité, la paternité, des stéréotypes négatifs, des incivilités, des marques d'irrespect, des compliments ou critiques sur l'apparence physique non sollicitée, des pratiques d'exclusion. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que peut faire l'employeur? En fait, l'employeur, c'est à lui d'affirmer le caractère inacceptable des agissements sexistes par une sanction disciplinaire appropriée. Et comme je vous le disais précédemment, la répétition d'agissements sexistes est qualifiable de harcèlement sexuel.
Ce qui veut dire que les sanctions sont beaucoup plus graves. Alors, passons maintenant à la définition juridique, j'entends, du harcèlement sexuel. Alors, le harcèlement sexuel, donc deux définitions, comme on a déjà pu le voir. Aucun salarié ne doit subir des faits, soit de harcèlement sexuel constitués par des propos ou comportements à connotation sexuelle, et puis comme vous voyez, depuis 2022, ou sexiste, répétés, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Deuxième niveau de la définition, soit assimilé au harcèlement sexuel consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, une fois suffira donc, exercée dans le but réel, c'est l'intention ou apparence, je plaisante, d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. Alors là, encore une fois, qui est concerné? Bah, les femmes et les hommes sont concernés, mais très clairement, les femmes sont beaucoup plus exposées et beaucoup plus fréquemment. Alors, les effets, et ça c'est très important parce que nous, employeurs, par exemple, on a une responsabilité. Cette responsabilité, c'est de garantir, obligation de résultat, une santé physique et mentale des salariés. Or, le harcèlement va s'attaquer directement à la santé physique des salariés et aura des effets sur le travail et l'emploi et des effets sur la vie personnelle. Alors, au niveau, euh, je dirais, au niveau du pénal, les sanctions peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Alors, comment ces choses-là peuvent se manifester au quotidien? On a vu un certain nombre de choses déjà, des propos obscènes, vulgaires non désirés, des confidences sexuelles non désirées, des écrits contenant des avances sexuelles ou des photos à caractère érotique, du chantage sexuel, frôlement aux caresses de la main, de l'épaule, du pied non désiré, des gestes connotés sexuellement, des remarques appuyées sur l'apparence physique par exemple. Donc c'est toutes ces répétitions qui vont faire qu'on va caractériser le harcèlement sexuel. Sauf pour la définition de une seule fois suffira. Donc une pression grave. Alors, comme je vous l'indique ici, rapidement, le harcèlement sexuel version modifiée, bah, les propos ou comportements à connotation sexiste, comme je disais précédemment, peuvent désormais être caractérisés de faits de harcèlement sexuel et non plus uniquement ceux à connotation sexuelle. Ça, je dirais, c'est l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 2022. Alors, rapidement, je vous passe les sanctions. Alors peut-être aussi une autre notion qui se rapproche, hein, qui est, je dirais, et qui est parfois extrêmement liée, c'est le harcèlement moral. Alors, qu'est-ce que le harcèlement moral? Bah, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont toujours le même niveau de définition pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Alors, comment le harcèlement moral se caractérise au quotidien? Bah, ce sont des incivilités à caractère vexatoire. Euh, je ne dis pas bonjour, je ne dis pas au revoir, refus de dialoguer, de répondre aux demandes, des remarques insidieuses, sarcastiques, injurieuses, des propos blessants, dénigrement et volonté de ridiculiser. Ça peut être un détournement du lien de subordination, des reproches sans motif valable, des critiques continuelles du travail effectué, des sanctions injustifiées fondées sur des faits inexistants, des retraits d'émissions, des privations de travail, fixation d'objectifs irréalisables, attribution d'un travail inutile, en non-adéquation avec les compétences ou les capacités du salarié, l'évitement des contacts, les isolements, la modification arbitraire des conditions de travail, des attributions essentielles du poste de travail. Donc bien évidemment, ne pas confondre le harcèlement moral et l'exercice légitime comment dire, d'un manager. Il y a une grande différence en fait entre par exemple une maladresse managériale qui est ponctuelle, qui n'est pas intentionnelle, et du harcèlement moral. La maladresse managériale, elle n'est pas répétitive, elle est correctible, on la corrige par de la formation, du coaching, du feedback, et son effet n'est absolument pas de même nature que le harcèlement moral, d'autant plus qu'elle ne vise pas à nuire à l'individu. Donc elle est légitime, enfin, c'est pas que la maladresse n'est pas légitime, mais le management, lui,
Sa fonction, c'est effectivement de poser un cadre, c'est de fixer des objectifs, c'est de vérifier, c'est de contrôler, c'est de récompenser, c'est de sanctionner. Et ça, c'est légitime dans la fonction managériale. Ce qui n'est pas légitime, c'est qu'à un moment donné, on s'attaque en fait directement à l'individu, à sa dignité, et les conséquences vont être l'altération de sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. Donc, ce sont vraiment deux choses distinctes. Donc, peut-être ce que je pourrais dire en conclusion, de mon intervention, bon, qui est extrêmement courte et ramassée hein, sur des sujets complexes, c'est que quelle solution en fait par rapport à tout ce que je viens de vous présenter, que ce soit la discrimination, le harcèlement discriminatoire, le harcèlement sexuel, les agissements sexistes ou le harcèlement moral, bah, déjà dans nos organisations, diagnostiquer les inégalités, auditer les écarts de traitement et les freins à la progression pour cibler les actions en ressources humaines. Et puis aussi, quelque chose de très important, donner la parole aux salariés, créer des canaux d'expression sûrs et anonymes pour recueillir les vécus, les besoins, libérer la parole en quelque sorte, hein. Et puis former, sensibiliser, déployer des modules sur les biais de traitement de l'information, les biais cognitifs, sur le sexisme, les discriminations auprès de tous les niveaux hiérarchiques. Donc, bien évidemment, ensuite, c'est suivre, évaluer les progrès, mettre en place des indicateurs de suivi pour ajuster les plans d'action de manière continue. Je vous remercie infiniment pour votre attention et maintenant, la parole est à vous en termes de questions par rapport à tout ce que je vous ai présenté sur un temps extrêmement condensé. Donc, je vais arrêter le partage. Alors, si vous avez des questions, vous m'entendez? Ah, je vois une question apparaître. Alors, bonjour. Pourriez-vous me dire si rejeter un CV en se basant sur le statut étudiant étranger est discriminant? Le fait que ce dernier doit avoir un salaire minimum lors du recrutement, plus de 2 000 euros. Il me semble que le salaire proposé par la structure est de 1 700 euros. Donc, répondre, si rejeter un CV en se basant sur le statut étudiant étranger est discriminant, tout va dépendre des accords qui sont passés avec les différents pays. Je ne pourrais pas vous répondre d'une manière précise sur cette question parce que c'est une question complexe et selon les accords qui sont signés entre la France et différents pays, les montants sont différents, l'autorisation de travail est différente. Dans l'absolu, dans certains cas, et c'est une réponse, je dirais, un peu vague, il y aura effectivement discrimination, dans d'autres cas, il n'y aura pas discrimination. Alors, bonjour, comment avertir un manager que ses propos s'apparentent à du harcèlement? Qui est censé l'alerter, direction et ou responsable ressources humaines? Alors, comment avertir un manager que ses propos s'apparentent à du harcèlement? Bien, là, je pense que c'est une question effectivement essentielle. Euh, bah, je pense que déjà, quand on voit une personne, qu'il soit manager ou pas, tenir des propos qui relèvent du harcèlement, c'est lui dire que ces propos sont inacceptables. Dans les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, il y a obligation, à partir de 250 salariés, d'avoir un référent harcèlement sexuel côté direction et un référent côté CSE. Donc là aussi, peut-être, il faut en faire part. Mais vis-à-vis d'un manager, je pense qu'il y a un sérieux recadrage à faire. Et moi, ce que je préconise aujourd'hui, hein, c'est effectivement une sanction disciplinaire. Alors, c'est un peu court parce qu'il faudrait des données de contexte, mais en règle générale, des comportements de harcèlement, quels qu'ils soient, sont absolument inacceptables. Ce qui est important, en fait, c'est que les directions générales des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, elles aient une attitude très claire par rapport à ça, sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Alors,
Il y a peut-être d'autres. Un avertissement a été fait, mais la personne a convoqué l'inspection du travail. Alors, euh, bonne question. Un avertissement a été fait. Donc ça, alors je ne sais pas si c'est un agissement sexiste ou un harcèlement sexuel, mais la personne a convoqué l'inspection du travail. Alors, qui est-ce qui a convoqué l'inspection du travail? Est-ce que c'est la victime ou est-ce que c'est l'auteur? Alors, si c'est l'auteur, non, si c'est la victime a plusieurs possibilités. Elle peut porter plainte au civil, comme elle peut porter plainte au pénal. Au civil, nous avons depuis la transposition des directives européennes un dispositif qui s'appelle l'aménagement de la charge de la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, quand on va au civil, en fait, quand on va au civil, ce qu'on souhaite, c'est une réparation du préjudice subi, donc des dommages et intérêts. Donc quand on va au civil, en fait, on doit présenter non plus des preuves, comme c'était le cas auparavant, mais des éléments de fait qui laissent présumer qu'on a été victime d'un harcèlement. Donc des éléments de fait, c'est quoi? C'est pas je pense, je ressens, je crois. Non, c'est tel jour, à telle heure, tel propos a été tenu, tel comportement a eu lieu, j'ai reçu tel SMS, etc. De façon à constituer ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants. Et ce qui est intéressant, c'est que la partie défenderesse, l'entreprise, l'employeur, le manager, lui, va devoir démontrer qu'il n'a pas agi en ce sens. Donc, démontrer, il y a presque la preuve. Donc, l'aménagement de la charge de la preuve est en fait un rééquilibrage entre une victime présumée et un auteur présumé. Alors, merci pour vos réponses. Bah, c'est moi qui vous remercie d'en poser déjà. Euh, Autre question que je n'aurais pas vue ou qui n'apparaît pas. Arnaud, Oui. oui, c'est d'ailleurs, je me permets de vous faire part d'autres questions que je pense que vous ne voyez pas. Euh, donc, vous avez évoqué des grilles d'évaluation pour ces thématiques de discrimination et de risque de harcèlement. Avec quel outil pouvons-nous travailler? Alors, des grilles d'évaluation, on parlait du recrutement, c'est ça? Oui, Alors, pour le recrutement, en fait, c'est la mise en place de ce qu'on appelle des entretiens structurés. Les entretiens structurés vont se construire à partir de fiches de poste. Donc, dans ces entretiens structurés, je vais poser des questions, les mêmes à chaque candidat. Donc, je vais aller chercher dans les contextes professionnels les compétences que je vais, comment dire, évaluer, les aptitudes, les savoir-faire et les savoir-faire comportementaux. Euh, le, ce qu'on peut observer parfois, c'est que dans le recrutement, si on n'a pas les mêmes questions pour chaque personne, on a des biais de traitement de l'information. Par exemple, vous avez une jeune femme, admettons une trentaine d'années, vous allez passer 10 minutes sur sa situation de famille, sur son envie d'enfant, si elle en a, les modes de garde. Et pendant les 10 minutes que vous avez consacrées à cette jeune femme, bah, quand vous serez avec un homme, bah, vous allez poser des questions techniques, par exemple. Donc c'est totalement inégalitaire. Donc en fait, les bons outils, c'est avoir une fiche de poste, des entretiens structurés capables d'aller dans les contextes professionnels pour évaluer compétences, aptitudes, savoir-faire, savoir-faire comportementaux. Et puis on peut rajouter à cela des tests psychologiques, on peut rajouter à cela des mises en situation, de façon à pouvoir objectiver son choix. Alors même si on ne sera jamais au plus précis du précis, c'est quand même écarter tous les biais de traitement de l'information, toutes les discriminations, conscientes ou inconscientes. Donc c'est se doter d'outils d'aide au choix. J'espère avoir répondu à la question. Vous aviez d'autres questions peut-être aussi. Moi, j'en ai plus qui s'affichent là pour le moment, mais alors, question, je regarde à nouveau. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en. Alors, je ne si vous vois n'avez
pas d'autres questions, eh bien, on va pouvoir clôturer. On va vous repartager l'adresse mail de Myriam Tuti, voilà, la directrice des ventes, si vous souhaitez la contacter. Je laisse encore un tout petit peu de temps si jamais il y a des questions. Ah bah voilà, en voilà Je une. viens de voir, est-il toujours nécessaire de mener une enquête lors de dénonciation de faits de harcèlement moral? Ah. Alors, si par exemple, c'est une excellente question, hein. Si par exemple, dans des faits de harcèlement moral, par exemple, le référent ou un membre du CSE ou une organisation ou la direction est, je dirais, saisie de faits, je dirais qu'en règle générale, il est nécessaire effectivement de lancer une enquête. Alors après, c'est le premier entretien. Il faut évaluer la situation. Parfois, les faits qui sont rapportés relèvent plus d'erreurs de management ou peuvent relever d'une incompréhension, auquel cas, lancer une enquête, ça ne me semble pas pertinent, mais c'est vraiment, encore une fois, au cas le cas. Toutefois, une chose est certaine, quand l'employeur est saisi de faits de harcèlement, lui, il a toujours cette obligation de résultat en termes de santé mentale et physique des salariés. Donc, il se doit de lancer une enquête. Bon, par contre, il faut qu'il y ait des éléments qui se présentent. Je vous parlais tout à l'heure d'éléments de fait. S'il n'y a pas d'éléments de fait, il n'y a que du ressenti. C'est pas suffisant pour lancer une enquête. Est-ce que la loi fonctionne aussi sur les remarques homophobes? Bien sûr, bien sûr. On a beaucoup d'infos sur les relations hommes-femmes et dans les exemples aussi. Tout à fait. Tout ce qui touche, si vous voulez, LGBTQIA+, bien évidemment. En fait, les remarques homophobes, c'est encore une fois s'attaquer à la dignité de la personne. Et c'est considéré comme du harcèlement discriminatoire. Ce ne sera pas du harcèlement sexuel ni moral, c'est du harcèlement discriminatoire parce qu'on va créer un environnement intimidant, hostile, humiliant, offensant à partir d'une caractéristique, et cette caractéristique, c'est l'orientation sexuelle. Donc bien évidemment, ça rentre complètement dans ce champ, même si je l'ai peu traité. Je- pour continuer, même des remarques grossophobes par rapport au poids d'une personne, c'est de même nature. En fait, encore une fois, on s'attaque à la dignité de l'individu. Et je vous disais en préambule, en fait, autour de ces questions, euh, l'axe central pour moi, c'est le respect de la dignité de la personne humaine, le respect de la dignité de la vie, en fait, dont il est question. Donc c'est une question plus que sérieuse. D'autres questions? Là, je ne vois pas apparaître. Donc peut-être vous pouvez reprendre le fil. Oui, Arnaud, merci beaucoup. Merci pour avoir, pour votre présentation, pour avoir répondu à ces questions. Merci à tous. Merci beaucoup.